Ici, pendant que tout le monde regardait la guerre commerciale Washington-Pékin, quelque chose de majeur se tramait, plus discrètement, entre le Canada et la Chine sur l'énergie. Ah oui, une sorte de redistribution des cartes un peu sous le radar. Exactement. Aujourd'hui, on explore ça. Comment ces tensions lancées par Trump et ses tarifs ont, paradoxalement, ouvert une porte immense pour le Canada sur le marché chinois de l'énergie. D'accord. On s'appuie pour ça sur une analyse vidéo assez détaillée de ce partenariat naissant. Mhm. L'objectif, c'est de comprendre les mécanismes, pourquoi Ottawa et Pékin font ça, et puis bon, les conséquences pour les États-Unis, pour l'équilibre mondial. Alors, allons-y. C'est parti. Pour commencer, juste un petit rappel rapide du contexte. La guerre commerciale de Trump, tarifs sur l'acier, l'aluminium chinois, Les fameuses sections 232, 301. c'est ça, puis des milliards de biens taxés, la Chine qui réplique, bien sûr, et fin 2019, ça s'enflamme. Les tarifs US qui grimpent, les tarifs chinois aussi. Et ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est l'impact direct et brutal sur l'énergie. La Chine, qui était un gros acheteur de pétrole US, on parle de parfois 500 000 barils par jour, Ah oui, quand même. mhm, ils ont mis une taxe de 25% sur le brut américain dès août 2018. Ça a été suspendu, puis rétabli. Résultat, les exportations de pétrole US vers la Chine qui s'effondrent, plus de 75% de baisse. Impressionnant. Et la réaction de Pékin, elle a été très stratégique. Quand Sinclair, diversifier les sources d'énergie, réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et ça, ça a créé un trou, un appel d'air sur le marché chinois. Et c'est là justement que le Canada entre en jeu. Un acteur qui était plutôt secondaire pour la Chine avant ça. Oui, c'est ça. Son pétrole lourd, celui des sables bitumineux de l'Alberta. Il correspond pile, en fait, aux besoins des raffineries chinoises modernes. Surtout que les importations de brut US avaient quasiment disparu. Moins 90%. Le timing était parfait pour eux. L'accélération est assez folle. Les volumes qui partent de Vancouver vers la Chine explosent littéralement. 7,3 millions de barils juste sur un mois de mars. Hmm. Et puis il y a ce contrat énorme. PetroChina qui signe pour 10 ans avec Canadian Natural Resources. Attendez, 100 000 barils par jour dès juillet 2024. C'est colossal, non? Ça montre l'urgence. Ah oui, c'est un signal très fort. Ça montre qu'ils sécurisent leurs approvisionnements sur le long terme. Et apparemment, c'est même moins cher que le brut irakien pour eux. Intéressant. Et tout ça s'est rendu possible en grande partie par l'expansion du pipeline Transmontaigne, un projet énorme. Ah oui, le fameux pipeline. Sa capacité a presque triplé. Elle passe de 300 000 à 890 000 barils par jour. C'est fou. Ah, Plus de 21 milliards de dollars d'investissement. mais est-ce que cette expansion, elle a été faite exprès pour ça, pour ce marché chinois? Ou c'est juste une coïncidence heureuse pour le Canada? C'est une bonne question. Le projet était plus ancien que les tensions les plus fortes, mais disons que son achèvement tombe à pic. Il permet surtout au Canada d'envoyer directement son pétrole en Asie, sans passer par les ports américains. D'accord, ça change tout. Et comment? Les exportations canadiennes par bateau qui bondissent de 59%. Et Vancouver devient le hub principal, 60% des flux passent par là. Logique. Et si on regarde la logistique de plus près, le trajet Alberta vers Ningbo en Chine, c'est 23 jours maintenant, contre 35-40 depuis la côte américaine. C'est un gain de temps énorme. Ah oui, c'est pas négligeable. Plus la modernisation du port de Westridge, il charge plus vite, de plus gros navires, c'est vraiment une optimisation de toute la chaîne. Le Canada sécurise ses nouveaux clients. Et pendant ce temps, aux États-Unis, le contraste est assez saisissant. Le discours, c'était Unleashing American Energy, mais les exports vers la Chine, eux, ils chutent de 53% en 2024. La croissance de la production US freine brutalement. On passe de 14%, 21% les années d'avant à 1% seulement. C'est une sacrée décélération. Ajoutez à ça un prix du pétrole, le WTI, qui reste bas, vers 60 $, souvent pas assez pour que le schiste soit rentable. Oui, les seuils de rentabilité sont plutôt entre 65 et 96 dollars pour beaucoup de producteurs. Sans parler des problèmes techniques sous-jacents, les puits qui s'épuisent plus vite, plus d'eau, plus de gaz par rapport au pétrole, même la production de gaz de schiste baisse. Donc, que le Canada semble bien positionné sur l'énergie, mais cette relation avec la Chine, elle n'est pas sans heurte non plus. On l'a vu récemment, suite aux mesures canadiennes sur les VE chinois en mai 2024. Oui. Pékin a répliqué en juillet, et là, leur réaction est très, très intéressante. C'est-à-dire? Ils ciblent 3,7 milliards de dollars d'exports canadiens. Métaux, bois, barrières réglementaires. Mais Mais le pétrole brut canadien est totalement épargné. Zéro mesure dessus. La stratégie est limpide. On frappe là où ça fait mal politiquement au Canada.
L'agriculture, j'imagine. Exactement. Le bœuf suspendu, le canola taxé à 50%, le blé bloqué. Des secteurs sensibles, souvent dans des zones ruraux importantes électoralement. Tout ça en protégeant à tout prix l'approvisionnement énergétique vital. C'est chirurgical comme approche. Et ça doit faire grincer des dents chez les agriculteurs canadiens. Oh que oui. Ils se sentent un peu pris en otage, comme les Australiens avant eux. Ça doit relancer le débat au Canada sur le coût de suivre systématiquement Washington, non? Tout à fait. Et l'ironie dans tout ça, c'est que pendant ce temps, les tarifs américains, ceux qui devaient aider l'économie US, Oui. ils semblent avoir eu l'effet inverse. Une étude de Yale parle d'un coût de 3 800 $ par an par foyer américain. Et plus d'emplois perdus dans les secteurs qui utilisent l'acier que d'emplois créés dans la sidérurgie elle-même. Ah oui, c'est ce qu'on appelle un retour de bâton. On peut dire ça. La stratégie a été qualifiée de marteau de démolition, un peu brutale et pas très fine. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On assiste clairement à un déplacement notable des flux d'énergie mondiaux, le Canada qui s'affirme comme un partenaire clé pour la Chine, Oui, profitant des difficultés américaines, difficultés en partie créées par leur propre politique commerciale. exactement. Et ce pacte sino-canadien, c'est plus qu'un simple contrat. Ça pourrait être un signe de l'émergence de nouvelles alliances énergétiques, peut-être moins sous influence américaine directe. Hmm. La géopolitique de l'énergie, ça montre des gagnants pragmatiques, mais aussi des dommages collatéraux importants pour certains, comme on l'a vu avec les agriculteurs canadiens. Et la question qui reste en suspens, c'est est-ce que cette reconfiguration, c'est juste une secousse temporaire liée à des politiques précises, ou bien est-ce qu'on voit là les prémices d'un nouvel ordre énergétique mondial? Un ordre où le rôle central des États-Unis serait durablement remis en question? C'est toute la question, en effet. L'avenir nous le dira.